Permettez-moi de vous présenter l'équipe qui a pris en charge le Covid-19 à Oran, nous trois, moi, Dr Melissa et Dr Mohamed. Et nous allons vous faire des cas cliniques. Des cas cliniques plutôt atypiques. On n'a pas voulu vous faire des cas de tableau clinique que vous connaissez déjà, qui sont très répandus, connus chez l'enfant comme chez l'adulte. Mais avant ça, je vais juste vous parler de la tendance du Covid depuis le début. Donc vous allez voir que ça c'est une courbe qui montre depuis mars 2020 à ce jour. Là, c'est aujourd'hui. Donc les trois pics, on est passé en fait par trois pics. Les trois pics connus, on avait le pic de juillet, donc juin, juillet, août, et surtout juillet 2020. Après, on a eu le pic de décembre, novembre, décembre surtout, 2020. Après, en fait, c'est les tendances algériennes, hein, de l'adulte et de l'enfant. Mais en ce qui concerne les enfants hospitalisés à Canastel, ceci est le pic le plus mortel, le plus morbide, celui de l'été dernier. Et on est en train d'assister aujourd'hui à une reprise d'un quatrième pic. Aujourd'hui, le service est presque plein. En une semaine, on a rempli le service. Donc voilà la tendance du Covid-19 des enfants hospitalisés à Canastel, et la grande majorité des enfants oranais de la wilaya d'Oran sont hospitalisés à Canastel. Comme introduction, et ça je l'ai dit, les signes respiratoires et digestifs, contrairement à l'adulte où il y a plutôt le respiratoire, l'enfant en assiste beaucoup plus, on va dire à parts égales, entre 40 et 42%, entre du respiratoire et du digestif, mais on a assisté à beaucoup d'autres tableaux plus rares, plus atypiques, qui nous ont posé problème dans le diagnostic. A posteriori, on peut dire oui, il a fait un Covid à cause du Covid, il a fait ça, mais ça a été plus difficile pour nous dans notre pratique au quotidien. Et pour commencer une série de cas cliniques, je passe la parole au docteur Benissa, qui est maître assistante dans le service des maladies infectieuses dédié au Covid, pour présenter le premier cas clinique. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Si vous permettez, mes chers collègues et mes chers confrères, je vais vous présenter le cas clinique, notre premier cas clinique. Alors, une jeune adolescente de 14 ans, de sexe féminin, qui se présente à la consultation pédiatrique pour une fièvre depuis plus d'une semaine, sans cause évidente. Alors, l'interrogatoire vous apprend que cette adolescente n'a pas d'antécédent particulier, à part un syndrome grippal chez la mère il y a à peu près 3 semaines. À l'examen, l'enfant présente une fièvre à 39,5, résistante au traitement symptomatique dans les antipyrétiques, un enfant qui est asthénique, hyperémie conjonctivale importante, une pharyngite à J5 d'hospitalisation, des symptômes de gastro-entérite et une éruption cutanée polymorphe le 6e jour à peu près de son hospitalisation. Voici l'éruption. Alors, on commence par un premier bilan où un hémogramme a été réalisé, trouvant les blancs à 7900 avec une prédominance APNN, une lymphopénie à 420, l'hémoglobine correcte, les plaquettes correctes aussi, une CRP très élevée à 117, fonction rénale correcte, un multisix présentant une protéinurie à une croix avec une hématurie qui est négative. Première question, quel diagnostic pouvez-vous évoquer devant ce tableau clinique? Alors, les diagnostics qui sont proposés, on a la scarlatine, la mononucléose infectieuse, la rougeole, la fièvre boutonneuse et la maladie de Kawasaki. Alors, vos réponses? À votre avis? Non, tu peux parler. Du moment où il n'y a pas de signe spécifique, c'est un syndrome viral. Aucun signe spécifique. Oui, donc que proposez-vous? Non, scarlatine, ça fait pas scarlatine. Pourquoi? La mononucléose, c'est une angine érythématopique passée. La rougeole,
Il y a un complique, la fièvre boutonneuse, il y a un choc de circulation. Par là, Et enfin, la maladie de Kawasaki, on la connaît très bien avec ses symptômes cardiaux. C'est pas le cas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit rougeole. Oui. La rougeole, c'est pas des pas pour moi. C'est une éruption de type morbidiforme. Mais les éruptions prennent pas compris. Ah oui, non. Les éruptions, on peut revenir. Alors, sur le cas une éruption cutanée, dans notre cas, elle est polymorphe. Oui, mais elle n'est pas morbidiforme. Elle est chez notre adolescente, elle est scarlatiniforme et morbidiforme, les deux. Elle est polymorphe. Scarlatiniforme est une autre forme. C'est morbidiforme plus espacé. Oui. Donc, Alors. à ce stade, on a fièvre, et on a conjonctivite, oui. Une conjonctivite qui est non sécrétante. Une fièvre qui persiste, L'âge, elle est grande, elle a 14 ans. Il y a des signes qui manquent dans le Kawasaki. Si vous visez le Kawasaki, l'éruption, elle n'est pas non plantaire dans le Kawasaki. Et il y a un perlège et une langue framboisée. Et la conjonctivite, effectivement, conjonctivite non vulgaire. Alors, Ça, vous c'est parlez pas- des signes typiques du Kawasaki. Il y a plusieurs formes qui sont atypiques, mais c'est des Ça, Kawasaki on aussi. rappelle que c'est le début. Ça, c'est le début. À l'hospitalisation. Et je veux dire, Parce qu'il y a une suite. Ça, c'est à l'hospitalisation. Est-ce que ça peut nous permettre de poser un diagnostic à ce stade-là? Je pense que c'est un peu difficile. Voilà, c'est difficile de poser un diagnostic à ce stade-là, mais on pense aux maladies auxquelles les maladies qui nous font le plus peur. Par exemple, la maladie de Kawasaki, ça peut nous faire peur. C'est parmi les 5 propositions, c'est elle qui nous fait le plus peur. Mais sinon, fièvre boutonneuse méditerranéenne, comme on a dit, C'est pas le tableau. Il faut l'éruption, elle est beaucoup plus espacée. la rougeole, il faut une conjonctivite sécrétante. Plus un complique, quand même. Avec tous les signes Même si pathognomoniques. son parti, il n'y a pas de complique. Mais si pas on des revient signes. à la conjonctivite, là on a dit hyperémie conjonctivale. Oui. Elle n'est pas sécrétante. Ça, on a fait exprès de le mettre. C'est pour dire conjonctivite non sécrétante. C'est ça Ouais. qui nous a permis de rejeter. Sinon, on pourrait penser à une maladie de Kawasaki de prime abord, au premier jour d'hospitalisation. Alors, on continue. Durant son hospitalisation, la fièvre, elle persiste. L'état clinique de l'enfant s'aggrave avec une détresse respiratoire, une tachycardie, un ballonnement abdominal, une splénomégalie, anurie, confusion et hallucination. Là, on voit que tous les organes, à peu près, ils sont atteints. On réalise un bilan biologique où on retrouve une hyperleucocytose avec une lymphopénie qui s'approfondit, l'hémoglobine à 11,5 avec une thrombopénie, la VS qui s'accélère, l'hémostase fibrinogène qui s'élève un petit peu, la fonction rénale, il y a une petite déshydratation, il y a une petite insuffisance rénale, la fonction hépatique, elle est 2 fois la normale, une triglycéride qui s'élève, ferritinémie aussi, LDH qui s'élève aussi, les NT-pro-BNP sont très élevés. On fait une PCR, la PCR au Covid, elle est positive. Tout en sachant, on a fait la PCR parce que la maman, elle avait un syndrome grippal 3 semaines auparavant. Une écho-cœur, on trouve une dysfonction systolique et diastolique avec une fraction d'éjection à 40%. L'écho abdominopelvienne nous confirme notre splénomégalie. Une TDM thoracique qui est normale avec TDM cérébral correct aussi. Comme deuxième question, quel est le diagnostic le plus probable? On a l'atteinte cardiaque, on a une petite insuffisance rénale. Ça devient un peu plus probable. Ouais. Un peu plus probable. Ouais. Mais on n'a pas des critères hématologiques et rhumatologiques de l'Académie américaine de Kawasaki. Vous voulez parler du Kawasaki simple ou bien le Kawasaki post-Covid? Maintenant, On a une PCR qui est positive. On revient aux 2 plaques RAD, surtout. Tu peux revenir à la plaque de la clinique aussi? D'accord.
Voilà. Donc, il y a eu installation d'autres éléments. Détresse respiratoire sévère, Ah oui, non, mais- une saturation moins de 92, tachycardie, splénomégalie, ballonnement, anurie, confusion et hallucination. Donc, une atteinte plutôt Multisystémique. qui touche Oui, beaucoup. système inflammatoire. Voilà. Et le bilan, il montre ça, il montre beaucoup de choses en fait. Est-ce qu'il montre des éléments en faveur d'un Kawasaki-like ou d'une maladie de Kawasaki? Peut-être, je dirais peut-être Kawasaki, là, du moment où il a atteinte cardiaque. Oui, Peut-être. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Kawasaki-like, atteinte cardiaque et surtout que la PCR est revenue positive. Voilà, surtout que la Si on PCR, n'avait pas la PCR positive, on Non, serait, parce qu'il parle. on serait, on serait- c'est sûr on serait que perdu. Kawasaki, On serait c'est la perdu. PCR, c'est le syndrome grippal qu'il avait chez la maman et la PCR positive qui s'est confirmée chez l'enfant qui nous fait dire, avec l'atteinte cardiaque, avec l'atteinte multisystémique, qui nous fait dire, mais regardez bien ce qu'il y a dans le bilan. Alors, il y a une thrombopénie parce qu'il fait partie des virus, donc toutes les virus, Covid ou pas Covid. Il y a un 13 syndrome ou lettre inflammatoire 11. ici. Il y a une atteinte hépatique. Hyperféritinémie, Les la LDH. fonction hépatique qui est 2 fois la normale, les LDH qui s'élèvent et les NT-proBNP aussi. On a les Donc, L- effectivement, il y a ce qu'on appelle ce qu'ils appellent le multisystème inflammatoire système. Oui. L'état clinique du malade avec la splénomégalie, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait rappeler avec ce bilan? Il y a une hypertriglycéridémie qui est élevée, on a une ferritinémie élevée, Avec une les cytopénie LDH. qui apparaît, thrombopénie. Avec une fièvre qui persiste et... Exactement. Ça, Très bien. Alors, la En réponse, voulant chercher l'atteinte multiviscérale du Kawasaki-like, donc il faut poser la question. on a, on va- en fait, on les cherche. Nous, par expérience, en infectiologie, on cherche toujours le syndrome d'activation macrophagique, d'autant plus qu'il a été décrit dans la littérature, dans le Covid de l'enfant, de l'adulte Et de l'enfant. Et donc, en faisant le bilan, on a trouvé pas mal de critères de ça. Et donc, notre diagnostic était non seulement Covid, mais Kawasaki-like sur Covid et syndrome d'activation macrophage. macrophage. Alors, j'aimerais bien connaître un peu plus de précision concernant le syndrome d'activation. On va en parler. Voilà. On va en parler. La plaque qui suit. Alors, les critères du SAM. Voilà, rafraîchissez-nous. Alors, les critères du SAM, ça, c'est les anciens critères. Aujourd'hui, l'OMS, c'est les critères du SAM. On a, premièrement, 5 critères. Il nous faut 5 critères. Donc, premièrement, la fièvre, elle doit être obligatoire. La splénomégalie, la cytopénie, au moins un des critères. Hypertriglycéridémie, hémophagocytose à la moelle, quand on a la chance de faire la moelle. Sinon, Ah, une ferritinémie supérieure à 500 et dosage des CD25, qu'on ne les dose pas. Mais si on note, bon, on a plus de 5 critères. Dans notre cas, on a la fièvre, on a la splénomégalie, on a la cytopénie, on a l'hypertriglycéridémie, on a le LDH qui est... L'hyperferritinémie est importante. L'hyperferritinémie, non seulement elle signe l'inflammation, c'est-à-dire qu'il faut, pour diagnostiquer un syndrome d'activation macrophagique, on cherche les 11 critères. plus l'intensité de l'inflammation. Avec, en fait, l'intensité de l'inflammation est liée par son hyperferritinémie, par le cytolyse, La si VS je qui peux est dire, présente la sur la ligne. VS qui est augmentée. C'est une cytolyse. Donc si on a 5 critères et la fièvre, on est dans le syndrome d'activation macrophagique. Je pense que les pédiatres plus jeunes, excuse-moi, je peux dire, nous à l'époque on ne connaissait pas du tout le syndrome d'activation. Nous, on le connaissait, nous, on le diagnostiquait à la moelle. Il a été connu, eh ben, il est toujours diagnostiqué. Diagnostiqué à la moelle. À la moelle. Il est confirmé à la... Il est toujours Confirmé confirmé. à la moelle. Mais les académies, les Voilà. sociétés On a savantes, trouvé quelque chose. ils ont trouvé quelque chose de Pour clinique. le moment, moi, je me suis arrêté à la moelle. Oui, mais le diagnostic est toujours conforté par la moelle. Il n'y a pas Ah, meilleur Mais que la qu'est-ce qui vous moelle. a empêché de la faire? Rien, c'est qu'on a les critères. Ah, d'accord. On a les critères. T'avais On pas a 5 besoin de critères. On a 5 critères. La moelle, c'est un... Et l'état clinique de l'enfant ne permettait pas. Invasif. Oui. Donc, on a les 5 critères et la fièvre qui s'est prolongée plus de 5 jours pour certains, plus de 7 jours pour d'autres.
et on a posé le diagnostic de SAM cancer. C'est Si bien, vous c'est avez ça, des la questions ou des interventions, allez-y, en même temps que le cas clinique. On continue? Alors, quel traitement devez-vous proposer? Je ne réponds pas. Comme traitement téléphonique, il y a une activation macrophage. Oui. Bah, écoutez, Corticoïdes. Alors, dans ce cas, on a un Kawasaki-like avec un syndrome d'activation macrophagique. excellente indication. Alors, c'est les immunoglobulines polyvalentes par voie veineuse et une corticothérapie. Alors, là, je mettrai un débat. Ah oui. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment utiliser des polyvalentes Oui, quand on utilise les corticoïdes? oui, les immunoglobulines Là, tu as polyvalentes. utilisé les corticoïdes. Oui. Les immunoglobulines polyvalentes ils ont été indiqués depuis quelques années dans la maladie de Kawasaki. Absolument. C'est codifié, Qui est une maladie inflammatoire. c'est prouvé. En fait, le Kawasaki-like, une plaque viendra après. Les différentes appellations depuis le début de la pandémie et les différentes appellations du Kawasaki-like, au début, on n'appelait pas ça Kawasaki-like. Kawasaki, ça. Au début, on a dit maladie de Kawasaki dans la période de pandémie. C'était l'alerte qui a été donnée pour quelques cas. En Angleterre, je pense, les premiers qui ont alerté. Et puis, l'évolution de la recherche clinique a fait que le traitement s'est adapté et l'appellation est venue après. Donc, le traitement est le même. Et en plus des immunoglobulines, ce n'est pas vraiment les deux seuls traitements, c'est les traitements principaux. Ouais, c'est le traitement deux fois. Les autres, s'il y a La fièvre. Le support hémodynamique. Nous, docteur Ara, il était avec nous dans le service tout le temps. Donc, on traitait symptomatiquement. Et quand je dis symptomatiquement, je ne minimise pas de la valeur de la prise en charge. Du symptomatique voulait dire sous dopamine, par exemple. Donc, traiter Ce qui est du cas par cas, de symptôme par symptôme. Mais les deux principaux traitements étiologiques, ce sont ceux. Pour certains malades, on a utilisé de l'aspégique, on a rajouté de l'aspégique parce qu'il y avait une hyperthrombocytose et parce que l'inflammation elle a duré un petit peu plus longtemps. Il y avait aussi une dilatation des coronaires à l'écho et c'était du cas par cas. Alors, Multi-System Inflammatory Syndrome in Children. Ça, c'est l'appellation américaine. PIMS, syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. Ça, c'est l'appellation anglo-saxonne, anglo-francophone. Alors, les recommandations de l'OMS devant ces cas. Alors, un PIMS devant une fièvre supérieure à 3 jours et 2 symptômes, soit une éruption cutanée, conjonctivite bilatérale non purulente, une hypotension, les signes d'atteinte myocardique, et les dilatations aussi, les signes de coagulopathie, surtout l'élévation des dédimères, les signes gastro-intestinaux et élévation des marqueurs d'inflammation dans la VAC et la CRP les plus utilisés chez nous. Et il n'y a pas d'autres signes d'une autre cause, d'une septicémie ou autre, et la confirmation d'une infection SARS-CoV-2 par PCR. Alors, dans ces cas, on a, dans la série qu'on a eue dans notre service, on a eu 13 malades, dont 2 malades, la PCR était positive au moment du Kawasaki. Les autres, c'était 4 semaines, sinon plus, après l'atteinte par la Covid. Alors, l'instruction ministérielle qui est apparue, l'instruction numéro 22, datée du 23 août 2021, elle rejoint les mêmes recommandations de l'OMS. C'est une instruction ministérielle qu'ensuite. Ça, c'est une étude qui a été faite pour comparer les États. Pardon. Ça, c'est une étude italienne qui nous a montré et qui a rejoint notre étude dans les enfants qui étaient atteints de Kawasaki avant l'épidémie de Covid et l'étude au moment du Kawasaki où l'élévation des malades avec la maladie de Kawasaki, il y a eu une élévation du nombre, premièrement. Deuxièmement,
l'âge était différent, où avant il était dans les alentours de 3 à 4 ans, après avec le Kawasaki ça a été un petit peu plus, et dans 5 sur 10 enfants où ils ont présenté le syndrome d'activation macrophagique. Comme conclusion, alors savoir évoquer un PIMS devant les différents symptômes, rechercher les différents paramètres inflammatoires, rechercher aussi l'atteinte cardiaque et surtout savoir traiter dans les services référents, que ce soit dans le service d'infectiologie pédiatrique ou bien les services de réanimation. Des questions? Voilà, ça c'était le cas clinique. Si vous avez Comment il a évolué? des questions ou des Très bien. interventions. Très bien. Bon, Sur oui. combien de doses et la durée de la corticothérapie? Alors, dans notre service, on a utilisé les immunoglobulines 2 grammes par kilo en perfusion de 12 heures, avec la corticothérapie de 2 grammes par kilo en IV. La durée, c'est 5 jours. Même la note ministérielle nous parle de 5 jours. Cette fille, elle a été hospitalisée avant l'apparition des critères de l'OMS et avant l'apparition de la note ministérielle. Ben, on l'a traitée pendant 5 jours IV, puis on a pris un relais Péros la 2e semaine, tout en dégradant les doses de corticoïdes. Ah oui, les Voilà. instructions, juste pour le rappel, vous le savez sûrement, les instructions concernant l'enfant sont venues très tard. Oui. Nous, on Non, il n'y avait avait pas. déjà instauré nos Le docteur protocoles. Turki avait traité un intitulé où on se demandait comment il fallait garder le même protocole. Oui. Les mêmes protocoles pour le Donc, Covid. nous, on avait déjà notre protocole, on a essayé de suivre, c'est pas pour être négatif, hein, c'est juste qu'on a essayé de suivre l'instruction, mais on prenait, en fait, on était peut-être plus expérimentés que les gens qui l'ont écrite. Donc, on a suivi les instructions tant qu'il fallait, quand il fallait, et on n'a pas suivi quand il fallait. C'est pas la peine de dire plus. Je te remercie, docteur Ben Issa. Si vous avez des questions au docteur Ben Issa. Vous n'avez pas pensé à donner des antibiotiques, pourquoi? Pourquoi donner les Ah, antibiotiques? pour ce Je sais cas-là, qu'il faut pas, oui, je sais. Pour ce cas-là Oui. en infectiologie en général, en pédiatrie générale, Oui. on cherche toujours des critères de donner les antibiotiques. Les antibiotiques, on les donne quand il y a une infection bactérienne déclarée. Or, le Covid, c'est une infection virale. On donne les antibiotiques. Je sais que l'azithromycine est dans l'instruction. L'azithromycine, nous, on la donne dans 2 sens. On la donne comme un antibiotique. On la donne de 3 sens en fait. On la donne pour suivre l'instruction. Pour dire ce n'est pas des rebelles, on suit l'instruction. Pour dire on va traiter une surinfection, une atteinte respiratoire, une atteinte ORL. Elle est, non, quand elle est prouvée, quand il y a une hyperleucocytose, quand il y a une CRP. Là, il y a une CRP élevée, mais il n'y a pas d'hyperleucocytose. Il y a une lymphopénie, il n'y a pas d'hyperleucocytose, il n'y a pas de polynucléaires qui sont touchés. Il y a la 3e cause? En général, on l'utilise quand on a une atteinte respiratoire. Voilà, alors on la donne pas comme un antibiotique, comme effet anti-inflammatoire qu'elle peut susciter. Donc voilà, c'est un peu discutable. Discutable. Je vous pose cette question au docteur pour être rassuré qu'il y a des cas de Covid qui évoluent bien sans antibiotiques. Oui, C'est-à-dire pour. on n'a pas trouver des beaucoup explications, prescrit c'est pas d'antibiotiques, but. nous, en 2 ans. Pas beaucoup. Voilà. On a fait très peu de commandes d'antibiotiques. Alors là, c'est le summum de la non-prescription d'antibiotiques que le Covid a canassé. Alors la pharmacie est étonnée. Pourquoi vous ne commandez pas? On commandait l'azithromycine au début, et après on ne commandait plus. Là, les gens, c'est que parfois ils oublient que déjà le protocole utilisé dans l'azithromycine n'est pas un protocole visite antibiotique. C'est un Oui, protocole c'est visite immunomodérateur. Oui, Mais aussi. les premiers jours, Oui. Oui. vous l'utilisez. Mais quand il y avait des atteintes, je ne parle pas de ce cas, hein, mais en général dans le Covid, quand il y a une atteinte respiratoire, même s'il n'y a pas des signes de surinfection, on peut donner ça d'aide. Sans abuser. Sans abuser, Sans abuser. bien sûr, sans abuser. Docteur, pour Oui. la corticothérapie déjà utilisée dans votre service, vous Oui. utilisez l'hydrocortisone ou le
On a traité avec du Solumédrol. Le Solumédrol, on a pu prescrire des corticoïdes par voie orale, mais pas d'hydrocortisone. Vous préférez quelle corticothérapie d'après En votre fait, dans expérience? l'instruction ministérielle, il y a un tableau qui regroupe les quatre. Hein, la Il y a la dexamethasone, Dexa, il y a la toutes Dexa. sont prescrites. Voilà. Oui. Mais la plus pratique étant la Mais méthotrexate, ouais. on a traité, mais vraiment très légèrement avec les corticoïdes, sauf les indications bien précises. La place de la vitaminothérapie, docteur? Pas beaucoup. Un enfant qui est bien nutri, qui n'est pas malnutri, qui reprend son alimentation rapidement, on n'a pas à le donner. Zinc aussi. J'espère qu'il n'y a pas les laboratoires à côté parce que c'est rien prescrit. Zinc aussi. Au début, oui, je l'avoue. Au début, comme tout le monde, on a donné un petit peu de zinc. On avait même des dents que le laboratoire, que je ne citerai pas, a été gentil de ramener. On a donné des boîtes, mais après... Juste, quel est ton avis concernant cette supplémentation excessive en vitamine D Vitamine D, et zinc? et... Elle est sans conséquence. Après, on en Il faut faire des Après, études. on en parlera. Ça marche, oui. Après. Allez, sans plus tarder, on passe au deuxième. montré Passe au deuxième cas clinique. excédé en zinc tombé dans l'anémie céréblastique, qui est encore plus grave. Excédé en vitamine D tombé dans la néphrocarcinose. Oui. Ben oui. Et pour l'évolution, De Alors, cette l'évolution malade, cette fille. Pour l'évolution de cette fille ou bien oui, tous les malades qu'on a de vus. cette fille. Au bout de 6 semaines, on a eu une diminution. On a eu une diminution de la dilatation du coronaire et la fraction d'éjection. Tout est rentré dans l'ordre. L'éruption a disparu. La fille, elle s'est relevée et elle vient en contrôle. Ça fait 1 an et demi. La fille, elle a Et c'est repris ses décrit, études. autant c'est des tableaux dramatiques, autant ils évoluent après sous bonne prise en charge favorablement. Oui. Oui. On passe, si vous permettez, au deuxième cas clinique avec donc. le docteur Larad. Très bon cas, merci Dr. Je Benaïssa. vous en prie. L'évolution des 13 malades qu'on a eu au bout de 6 semaines, presque tout rentre dans l'ordre, même la dilatation des coronaires, elle diminue et les Et ça, malades vont vous très avez bien. fait un excellent travail. Par Et même, rapport on aux est malades, arrivé à de la pré-réanimation. Et on peut même dire qu'on a fait de la réanimation avec Ara et Nahal, docteur Nahal. On a fait de la réanimation dans le service. par rapport aux malades Kawasaki qu'on a J'ai vus envie de auparavant, travailler avec vous. Marhaba. Avec Donc des voilà. conditions. Je viendrai avec des conditions. Vas-y, docteur Larad. C'est le cas d'un petit garçon âgé de 3 ans et 4 mois, donc dont le père est diabétique sous traitement. Il a été correctement vacciné avec un développement psychomoteur qui était jugé bon. Voilà, il arrive avec une histoire d'œdème apparu au niveau des paupières une dizaine de jours avant. Puis ces œdèmes se sont généralisés au reste du corps, surtout aux membres inférieurs. La mère présente un syndrome grippal une dizaine de jours aussi auparavant, en même temps que lui d'ailleurs, avec une anosmie et une agueusie. À l'examen clinique, voilà son poids et sa taille. Il est asthénique, apyrétique. Il présente des œdèmes bilatéraux, blancs, mous et qui gardent le godet. Son examen cardiaque et pulmonaire sont normaux. Son examen digestif, on précise qu'il a un transit conservé. Et pour les organes génitaux externes, il n'a pas d'hydrocèle. Mais il y a des choses qui manquent à l'énoncé, puisqu'on a des œdèmes, un garçon de 3 ans qui présente des œdèmes. Que pensez-vous? Qu'est-ce qu'il manque à l'énoncé de ce cas? Alors, je vous propose en A la notion d'atopie, en B la recherche d'hépatomégalie, la chimie des urines, la prise de tension artérielle à l'examen clinique, l'examen neurologique, le dextro. Excuse-moi, Et c'était des œdèmes pour le alors, cœur. c'était des œdèmes d'abord au visage à la maison. Ça ne les a pas très inquiétés au visage. Ils sont venus quelques jours après quand les œdèmes se sont généralisés. Et à l'examen, œdème, membre inférieur surtout. Ils étaient surtout déclives à l'examen d'admission. Ils étaient bilatéraux, blancs, mous, qui gardaient le godet. Il y a des choses qui manquent pour des œdèmes, donc, à votre avis, qu'est-ce que vous cocheriez? La chimie, c'est sûr. La tension, c'est sûr. L'atopie, qu'est-ce que vous pensez? Œdème. Œdème pour les œdèmes allergiques.
L'hépatomégalie pour les atteintes hépatiques, les œdèmes d'origine hépatique. La chimie des urines pour les atteintes rénales. Tension artérielle, pareil. Le dextro, c'était un enfant qui était asthénique quand même. Hein. On devrait prendre le dextro à l'admission. Voilà, pour un début. Après, je vous donne les résultats. Donc, il n'avait pas d'atopie, il n'avait pas d'hépatomégalie à l'examen clinique. Sa tension était normale, elle était à 8,6. Son dextro aussi normal, à 0,8. Et à la chimie des urines, on retrouve une protéinurie à 3 croix. Donc, on résume. C'est un garçon qui a des œdèmes, un garçon de 3 ans, qui a des œdèmes, des clives bilatéraux, blancs mous, avec une protéinurie à la chimie des urines. Quel est le diagnostic le plus probable? Une insuffisance hépatocellulaire, une infection urinaire, insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, malnutrition ou syndrome néphrétique. Plutôt que néphrotique, parce que le néphrétique, il y a une hématurie qui est obligatoire. Oui. Il est néphrotique. Pour le moment, on n'a pas d'HTA et on va voir pour le bilan. Voilà. Quels sont les examens complémentaires qui permettront de conforter votre diagnostic? Alors, vous faites les enzymes hépatiques, vous faites la protéinurie des 24 heures, les enzymes cardiaques, une NFS, fonction rénale, un taux de protidalbumine ou une CRP. Qu'est-ce qu'on coche? Protéinurie, oui. Et pour conforter aussi, il faut une protidémie, albuminémie. Je vous donne les résultats chez le patient. La protéinurie était quand même massive, à 89 mg kg jour, avec une hypoalbuminémie à 18. Hypoprotidémie aussi. Juste un petit rappel sur justement la définition du syndrome néphrotique. C'est une définition qui est purement biologique, avec une protéinurie massive qui dépasse les 50 mg kg jour, l'hypoalbe moins de 30, et bien sûr l'atteinte hyperlipémie par emballement du foie. Alors, quels sont les examens que vous allez pratiquer, que vous allez demander pour apprécier la gravité de ce syndrome néphrotique? Oui, pour rechercher l'hypercoagulabilité. Aussi une NFS, l'hypercoagulabilité, les plaquettes. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Dans un syndrome néphrotique, on cherche aussi pour les épanchements. Oui, exactement. La radiothorax, c'est pour les épanchements. L'écho-abdo, oui. Le bilan infectieux est important dans le syndrome néphrotique. Donc, CRP aussi. Il faut éliminer aussi une infection urinaire. Donc, voilà pour les réponses. Faire une NFS pour le bilan infectieux, la CRP, le CB des urines, la radio pour l'épanchement pleural, et écho-abdo aussi pour l'abdominal. Et le bilan d'hémostase, c'est surtout pour voir la fibrinémie et la recherche d'une hyperfibrinémie. Donc pour le patient, il avait un taux de blanc normal, des plaquettes étaient normales, la CRP était négative. Sa fonction rénale confirme que c'est quelque sorte ce qu'on appelait auparavant le syndrome néphrotique pur, donc elle était normale, l'iono aussi. Il n'y avait pas d'hyperfibrinémie, le CBU stérile, la radio ne trouvait pas d'épanchement thoracique, et l'écho-abdo, il n'y avait pas d'acide, plutôt une petite acide, oui, de minime abondance. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire pour une recherche étiologique de ce syndrome néphrotique? Complément. Une maman qui a une agosie anosmie. Des sérologies virales, parce que les hépatites B et C, MV sont incriminées dans les syndromes néphrotiques secondaires. Les anticorps anti-DNA, il faut les faire pour éliminer un lupus. Il peut exister. Il faut toujours rechercher, éliminer les maladies de système. C3-C4 pour éliminer une GNA, un syndrome néphrotique secondaire à une GNA post-streptococcique. Donc le C3-C4 est obligatoire. La goutte épaisse, on ne l'a pas faite parce que ce n'est pas du tout l'histoire d'un paludisme. Un paludisme peut donner un syndrome néphrotique, mais cliniquement, on n'est pas devant ni une histoire, ni devant un examen clinique de paludisme. La PCR Covid. Elle est d'actualité, et une maman qui fait vraiment un syndrome grippal à côté. C'est un virus comme les autres. La ponction en biopsie rénale n'est pas indiquée à ce stade. Voilà un petit rappel étiologique des bilans à faire. Et du contexte viral actuel, il faut penser aussi à l'infection Covid. Pour notre patient, il avait des C3, C4 qui étaient normaux. Les anti-DNA étaient négatifs. Pour les sérologies virales, hépatite B et CMV étaient négatifs. Et la PCR Covid était positive.
et chez l'enfant et chez sa maman, qui confirment l'infection par le Covid. Alors, quelles sont les principales lignes du traitement chez le patient? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, on se rappelle un petit peu du syndrome néphrotique. On reprend nos cours. On traité avec l'ISKDC. Je ne sais pas s'il est toujours valide. Toujours d'actualité, le schéma de Breuil. Plus les autres mesures nécessaires, les précautions à prendre. Mesures générales, pas trop d'alitement pour éviter les thromboses, justement. Les diurétiques. Les diurétiques doivent être utilisés avec prudence. L'albumine aussi n'est utilisée que dans les situations d'hypovolémie symptomatique. Les anticoagulants aussi ont leur indication, parmi lesquels c'est l'hypoalbuminémie moins de 20, mais on peut aussi décrire l'hyperfibrinémie, plus de 6 grammes, les dédimères élevés. Il y a aussi l'activité des antithrombines 3 inférieure à 70%. Et bien sûr, le traitement spécifique, qui est le schéma de Breuil, la corticothérapie. Mais là, la question s'est posée. Devrions-nous donner des corticoïdes chez un enfant qui est Covid-19 ? On a eu un petit peu peur et on a recherché un petit peu dans la littérature et on s'est vu qu'on n'était pas les seuls à être devant ce cas. Il y a eu en 2020 une description d'un cas clinique d'un garçon de 8 ans qui avait fait un syndrome néphrotique coïncident avec une infection à Covid-19 et qui a été pratiquement traité selon la corticothérapie usuelle avec une bonne évolution. Pareil, il y a eu aussi un cas en 2020 chez chez une fille cette fois-ci, une fille de 5 ans, qui avait fait le tableau typique d'un syndrome néphrotique associé à une infection à Covid-19 et qui a été elle aussi traitée par corticothérapie. Donc chez notre patient, on a appliqué les mesures générales. On n'a pas donné d'albumine, vous avez remarqué qu'il n'avait pas d'hypovolémie, pas de diurétique. On a utilisé les HVP, le Lovenox à dose préventive. Vu qu'il avait un taux d'albumine moins de 20, il suffisait d'avoir un des critères des 4. Donc lui, il avait l'albumine, je vous rappelle, elle était à 18. Donc il avait l'albumine moins de 20. Et les dédimères étaient élevés chez lui à 1000. Et donc il avait déjà 2 critères sur 4. Et vu le risque thrombogène de la Covid, donc on a préféré prendre comme mesure nécessaire de le mettre sous anticoagulant à dose préventive. La corticothérapie du schéma de Breuil a été utilisée avec la même posologie. Pour l'évolution, on a assisté à une diminution importante des œdèmes au bout de 48 heures. La protéinurie, elle, a diminué au bout du 4e jour. Elle est restée à une croix pendant 2-3 jours, puis a disparu au 7e jour. Disparu totalement. Les anticoagulants sont indiqués et leur arrêt a été fait dès disparition de la protéinurie. Et le patient est actuellement suivi en service de néphrologie pédiatrique et pour le moment, il ne connaît pas de rechute de sa maladie. En fait, ça fait 1 mois et demi que... Plus 2 mois. Il y a 2 mois d'évolution. 1 mois et demi, 2 mois? Oui, 2 mois. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à avant... Il garde une protéinurie négative. Il n'avait aucun problème. Elle. Il n'avait aucun problème. Il est reconnu que... Des autres syndromes néphrotiques idiopathiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un syndrome néphrotique et que l'infection Covid était à côté. Voilà. Pour le moment, on va dire qu'il était secondaire à une infection. En fait, l'infection virale est cause de syndrome néphrotique d'atteinte rénale. Et dans la Covid-19, il a été découvert qu'il pouvait être associé à ce syndrome néphrotique. C'est l'unique cas de notre recrutement. C'est l'unique enfant qui ait présenté un syndrome néphrotique depuis ces 2 dernières années. Et la prise en charge de ce syndrome a été pratiquement similaire à celle de la prise en charge d'un syndrome néphrotique classique. Donc le syndrome néphrotique, il était secondaire, ça n'a pas coïncidé, secondaire. Associé. Même pour les cas qui étaient décrits, ils n'osent pas dire que c'est des cas secondaires. Ils disent, nous décrivons un cas de syndrome néphrotique associé à une infection Covid. D'ailleurs, même les autres cas, les mamans, le contact, étaient grippés, mais l'enfant pas. L'enfant n'a pas présenté de grippe, mais il a présenté un syndrome néphrotique. C'est-à-dire, on ne peut prouver ça que si on fait des expériences in vivo, disons un cobaye, on lui injecte quelque chose, on donne du SARS-CoV-2, et on voit si... On ne peut dire associé que dans ces cas-là, ou que ça soit prouvé par une autre manière. Dans ce cas-là, on peut pas, on est honnête, on ne peut pas vous dire qu'il a été dû ou provoqué par le Covid, mais on peut vous dire que nous n'avons pas trouvé d'explication ou qu'il a coïncidé avec l'atteinte par un Covid. Et
et l'évolution aussi va donner Sûrement. L'évolution. Sûrement. Ça veut dire que c'était un syndrome Est-ce que c'est un syndrome, secondaire. est-ce que c'est un syndrome Secondaire au néphrotique et Covid, transitoire ou est-ce que ça va durer dans le temps? C'est vrai que c'est le seul cas. Le seul On critère qui permet... Si on avait eu ce cas l'année faite, ça aurait été mieux. Mais On voilà. vous le dira peut-être durant la journée de l'année prochaine, Inch'Allah. Mais je n'en ai pas vu dans la littérature. J'ai une littérature très riche sur le ce Covid. cas, Je l'ai pas août vu. 2020, c'est ça? Alors le premier, l'américain, c'était en 2020. Oui, 2020. Et eux, ils Ouais. disent c'est le Ouais. seul cas. Oui. Quand ils ont publié ce cas, ils disent que c'était le premier cas. Le premier, ouais. Et l'autre, c'était... Vous avez fait aussi le second. Le troisième, oui. Le troisième? ouais, il doit être Où est le publié. par premier, contre. où est le deuxième? Non, non, elle a cité deux cas. Oui. Oui. Voilà, Bravo. s'il y a des questions ou des interventions pour le deuxième cas du docteur Al-Araj, sinon on passe au troisième cas clinique avec docteur Benissa. Alors, notre troisième cas clinique nous parle d'une petite fille de 6 ans qui est amenée par ses parents aux urgences du service de pédiatrie pour asthénie, des vomissements incoercibles. Son père nous apprend que sa fille est asthmatique, mal suivie depuis l'âge de 2 ans. Elle a présenté il y a moins d'un mois un syndrome grippal qui a nécessité un traitement symptomatique avec des antipyrétiques. Secondairement, sont apparues des douleurs abdominales, des vomissements, un syndrome polyurépolyptique avec une toux sèche. À l'admission, le poids de la petite fille était 25 kg, plus de 2 DS. La taille dans les normes. L'enfant, elle est fébrile. À 38 degrés, elle est consciente, mais elle n'est pas coopérante. Asthénie profonde, polypnéique, tachycarde, avec les signes de déshydratation. Un dextro fait aux urgences à l'hôpital du jour, où il trouve HI, un multistix acétonurie avec glycosurie, une gazométrie qui retrouve une acidose métabolique. Quel examen complémentaire vous semble utile dans ce contexte? Alors, on fait une formule, un groupage, une CRP, une radio thoracique, une cytologie urinaire, l'hémostase, un test antigénique, une PCR à la Covid-19, une sérologie au Covid-19, une glycémie, ionogramme, fonction rénale. Que proposez-vous? Ils sont tous utiles, malheureusement. On les fait tous. Ah bon? Même le test antigénique? Pardon? Même parce que la maman, elle était que la maman, il y a un mois, elle était... Non? Ça fait un mois. La maman, Oui, le syndrome elle avait grippal. un Covid. On va voir. Alors, les réponses, tous sont justes. L'hémostase, on n'en a pas besoin. Et le test antigénique non plus, parce que la validité du test antigénique, c'est dans les 5 premiers jours des symptômes. Eh oui, non. Alors, le syndrome grippal, il était bien auparavant. Du bilan Covid. Je parlais du bilan Covid. Alors, le bilan Covid, on fait une PCR avec une sérologie. On fait la sérologie par contre. Oui. La sérologie après, oui, après 7 jours, oui. 5 ou 7 jours 7 jours, je pense. Alors, la sérologie, c'est après le 15e jour. 10-15 jours, les IgM sont positifs. Alors, les résultats du bilan. Pour la formule, les blancs, ils sont à 7000 avec une lymphopénie. L'hémoglobine à 12, les plaquettes correctes, une CRP qui est négatif, la glycémie veineuse à 5,6, ionogramme sanguin retrouve une légère petite hyperkaliémie, une fonction rénale qui est un petit peu perturbée, la radio thoracique, quelques infiltrats hilaires bilatéraux, une cytologie urinaire négative, une PCR à la Covid-19 positif, une sérologie IgM négatif, IgG positif. Quelle prise en charge vous paraît nécessaire dans l'immédiat? Alors, une réhydratation, une insulinothérapie, une antibiothérapie, corticothérapie, antipyrétique, antiémétique, antispasmodique, antivirale. On commence par les deux premiers. Alors, une réhydratation, oui. Une insulinothérapie, oui. Antibiothérapie, non, c'est pas la peine. Une corticothérapie, non plus. Des antipyrétiques, oui. Antiémétiques, oui. Alors, Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur
la sérologie. Oui. Désolé, c'est une faute de frappe. Hein? IgG négatif. Désolé, c'est une faute de frappe. Désolé. Je l'ai remarqué plus tard. Quel est le diagnostic le plus probable au vu de l'histoire de la maladie et de la symptomatologie clinique? Diabète inaugural jusqu'à... Alors, c'est une acidocétose d'un diabète inaugural sur une Covid-19. Sur et une Covid-19. Alors, si vous retenez un diagnostic de diabète au Covid-19, quelle thérapeutique spécifique devez-vous envisager? Alors, une insulinothérapie, une éducation thérapeutique, une antibiothérapie, régime alimentaire adéquat, une psychothérapie pour l'enfant et ses parents. Exactement. Tout sauf l'antibiothérapie. Alors, qu'en conclusion, les manifestations les plus courantes de la Covid-19 chez l'enfant sont plutôt digestifs et respiratoires, mais des tableaux atypiques sont de plus en plus décrits, tels que l'atteinte endocrinienne, dans notre cas, et dans notre cas, c'est le diabète de type 1. Juste pour revenir sur le diabète, on a eu une série de diabétiques connus qui ont fait un Covid, ou qui étaient dans des services hospitalisés, ou qui étaient à la maison, ou qui sont rentrés pour des tableaux plus graves, respiratoires notamment, ou digestifs. Celui-là, avec un autre cas, on a eu 2 diabètes inauguraux, en fait. Depuis le début de la pandémie, et dans notre service, on a eu 2 diabètes inauguraux, avec une histoire un petit peu pareille, mais qui sont déclarés avec une acidocétose. Des de déshydratation et une acidocétose. Mais l'histoire de syndrome polyurépolidipsique existait déjà? Non, c'était après le syndrome grippal. C'est l'histoire du syndrome polyurépolipsique qui a fait qu'il soit hospitalisé. Et cette notion un petit peu à laquelle on n'a pas donné d'importance, cette notion de syndrome grippal dans la famille, qui a fait qu'on a fait soit la sérologie, soit la PCR qui est revenue positive. Et c'est pour ça qu'ils sont confirmés hospitalisés dans le service. Mais 2 cas, en fait, pour ça, comme pour le syndrome néphrotique, la même chose. On ne peut pas honnêtement dire que c'est le Covid qui était responsable. D'ailleurs, je pense qu'il y a des articles que tu vas montrer. Ils appellent ça un déclencheur. Je ne les ai pas sur cette diapo. Tu n'as pas et tous les articles aussi, quand ils concernent le diabète, ne disent pas c'est dû. D'ailleurs, voilà. Est-ce que le SARS-CoV-2 est diabétogène? On n'en sait. On n'en sait rien. On n'a pas assez de recul. Et il faut surtout de la recherche clinique. Ce qu'il faudrait, ça peut-être, c'est peut-être étudier les échelles et savoir est-ce que c'était un enfant prédisposé. Non, par rapport à l'adulte, c'est dit que le diabète, c'est-à-dire en concomitance avec l'infection ou l'épisode d'infection. En concomitance, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Mais chez l'enfant, c'est pas le cas. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme pour le diabète type 1 chez nous et le diabète type 2 chez l'adulte, on peut dire que, est-ce qu'il s'agit d'une association? La question est toujours posée à la fin de la publication. Est-ce qu'il est associé? Est-ce qu'il est diabétogène? Le SARS-CoV-2, est-ce que c'est une simple coïncidence? Ça reste toujours... Et sur pour avoir ce type de réponse, à mon avis, bien il faut sûr. faire une étude échelle. Est-ce que cet enfant était prédisposé ou pas? C'était fait, et les résultats étaient positifs. Oui. En parlant de la prédisposition, vous trouvez aucune relation de son asthme avec son diabète? Alors, très bonne question. Bon, tu le sais, l'asthme comme le diabète, et ce sont des maladies auto-immunes qui, quelquefois, sont associées. D'ailleurs, il y a une thèse, un
travail qui a été fait entre nous et Saint-Michel, on avait trouvé un groupe d'associations d'enfants maladies cœliaques, asthme et diabète, surtout dans la cohorte des diabétiques. Ce malade a fait un asthme, il a de grandes possibilités de faire un diabète, oui. Mais quel est l'emplacement, quelle est la place du Covid là-dedans, on n'en sait rien. Pour cette patiente, on a fait le bilan thyroïdien parce qu'on cherche les associations. Auto-immune. Alors le bilan thyroïdien était correct. On a dosé les anti-GAD étaient positifs pour cette fille. Oui. On a fait, en fait, on a travaillé comme les autres diabétiques, juste qu'on avait des précautions de confinement, d'isolement, de surveillance du Covid. Ce patient a été déjà prédisposé, c'est le Covid qui a déclenché ça. Probablement. C'est possible. Sur le sol respiratoire, Comme, on n'a pas de symptômes. dans le virus, un stress, un traumatisme. Exactement. Et la respiration difficile en cas d'asthme. Par contre, le ventilathorax, ce syndrome interstitiel. Finalement, comme elle était asthmatique, on a expliqué avec son asthme, oui. Hein? Parce que son scanner était normal. Son scanner Oui. est normal. Le scanner C'est un syndrome interstitiel. Un petit syndrome Il y a interstitiel sur la radio, mais sans plus. des infiltrats et il y a C'est une cette PID, au fait. eau sèche. Asthme, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a... Peut-être que c'est Oui, PID. c'est On n'a pas assez interstitiel, de... et c'est une asthmatique. D'où l'explication du traitement de l'azithromycine, parce qu'en fait, Chez les asthmatiques, chez Covid provoque une PID. Alors, on n'a pas voulu faire des cas les d'asthme, pneumos. on en a eu. On n'a pas voulu faire, d'ailleurs je l'ai dit, on n'a pas voulu vous mettre des tableaux d'atteinte chez les asthmatiques connus, parce qu'on a eu les deux là aussi. On a eu des asthmatiques connus qui ont fait des atteintes respiratoires. Ceux-là ont fait des atteintes respiratoires. On a eu très peu de cas d'asthme qui ont fait un tableau digestif seulement. Et les asthmatiques, pratiquement tous, je ne peux pas vous dire le pourcentage, mais une majorité a fait une atteinte respiratoire. C'est bien. Modéré. Modéré. On hospitalise en fait que les modérés à sévères. Modéré assez. Les légers, on les hospitalisait au tout début. C'est décrit dans la littérature. On hospitalise que les modérés à sévères. Quelques-uns ont fait des crises sévères. Il y a eu même des décès, il me semble. Et on a eu des enfants Covid, pas connus comme asthmatiques, qui avaient répondu à un traitement bronchodilatateur. Et donc, étiquetés comme asthmatiques post-Covid, mais à vérifier qu'on a confié au service de la pneumologie pédiatrique, on va voir s'ils vont évoluer comme asthmatiques ou pas, ou est-ce que c'était le seul épisode d'asthme post-Covid. Mais c'est ça ce qu'on a eu en ambulatoire. Oui. En ambulatoire, vous voyez ça, exactement. Des enfants qui sifflent, qui viennent en détresse respiratoire, qui désaturent, et ils n'ont jamais été asthmatiques. Et il y a la PCR qui est positive à côté. D'autant plus que ce n'était pas la période. Pas la période hivernale, c'était pas la période, c'était en été. Ouais. En fait, on a tout vu. Et on était connus pour faire de l'infectiologie, mais alhamdoulilah, on est des pédiatres généralistes quand même. Et donc, on a tout fait. Ouais. Est-ce qu'on a le temps de faire le quatrième cas Oui, clinique? mais c'est un cas clinique assez rapide. Assez rapide. Allez, on va rapidement. Oui. Alors. Non, doucement. Ok. Ouais, je peux qu'elle faut les plaques tout à l'heure. C'est elle. C'est un nourrisson, un garçon âgé de 13 mois qui n'a pas d'antécédents personnels ou familiaux particuliers, qui est correctement vacciné et qui, dans l'histoire, on retrouve une fièvre persistante de 15 jours avec des selles fréquentes liquidiennes. Ensuite, la fièvre persiste, ainsi que les diarrhées. Il consulte une première fois, il est mis sous amoxicilline. La fièvre persiste encore, il consulte une deuxième fois, il a droit du céphaclore, qui est une céphalosporine première génération, associée à des INS. La fièvre persiste et elle devient mal tolérée, donc il vient consulter et il est hospitalisé. L'examen clinique retrouve un nourrisson qui est eutrophique. Il est fébrile à 38,5, il est asthénique, il a une pâleur cutanéo-muqueuse et de légers signes de déshydratation. Le reste de l'examen somatique est sans particularité.
On résume. Qu'allez-vous demander chez ce nourrisson qui présente une fièvre persistante, une pâleur cutanée ou muqueuse avec de légers signes de déshydratation? Alors, les examens de première intention, une formule avec répartition des blancs, une CRP, des hémocultures, une ponction lombaire, fonction rénale, ionogramme sanguin, une chimie des urines, un ECBU, une électrophorèse des protéines, une radiographie du thorax. احنا في l'hôpital نديروا l'hémoculture. La fonction lombaire, c'est trop. D'autant plus qu'il a été sous céphalore. Justement, il faut chercher les infections qui sont décapitées. Le CB, est-ce que c'est utile après antibiotique? Oui, c'est utile. C'est utile. Je vais vous reprendre une plaque sur... Donc, on a tout fait sauf l'électrophorèse des protéines. Parce que justement, il faut chercher les infections décapitées par une antibiothérapie préalable. Surtout pulmonaire, urinaire. La PL est indiquée en cas de TBC, méningite tuberculeuse, il faut la rechercher. Voilà, donc il faut ne pas hésiter à... C'est pas parce qu'il était sous antibiotiques qu'on ne peut pas faire un examen bactériaux. Si, c'est indiqué. Il peut faire de la résistance, il peut ne pas répondre. Au contraire, parce que la fièvre persiste, il faut la faire rechercher. Je ne sors pas de cette école. Vas-y. Moins rarement on pensera à un kyste hydatique, une endocardite, mais quand même, il faut penser aux infections localisées qui ont été insuffisamment traitées. On a bien trouvé des infections urinaires qui ont été traitées. Hein. Oui. Des infections urinaires qu'on a identifiées en dehors Tu de vas ce cas. identifier. Est-ce que tu vas isoler le gène? Peut-être. Peut-être. Tu vas identifier les signes indirects de l'infection urinaire, tels que la mucosuturie ou la lithosuturie. Mais est-ce que tu identifies, tu isoles le gène? Bien sûr. On peut. Ça dépend, en fait, ça dépend du bactério, hein. Ça dépend des efforts que font les bactériaux. Donc, il y a de bons labos bactériaux qui vous isolent le germe, surtout s'ils collaborent bien avec le clinicien. Je vous donnerai une adresse. Vous ne les trouverez pas à l'hôpital. Donc pour notre patient, sa formule trouvait un taux de blanc qui était pratiquement normal, une légère hyperleucocytose, une hémoglobine à 6,7, VGM était à 68, CCMH 32, normal. Les plaquettes étaient normales. Remarquez que la CRP est élevée, l'APL était négative, ainsi que les hémocultures, ainsi que le CBU. Et la radiothorax était sans anomalie. Donc ce qui ressort, c'est plutôt cette anémie microcytaire, normochrome. N'oublions pas qu'il fait toujours de la fièvre, hein, et que sa CRP est à 115. Alors, c'est une anémie qui est microcytaire, normochrome. Alors, quel est l'examen complémentaire à demander? Bilan martial, ferritinémie. Si, je vous assure. Ah oui. Si. C'est Romato qui parle. Non, ça vraiment... Alors, non, mais laisse-moi terminer. Dans cette situation, Docteur tu as ce qu'on appelle le dimorphisme. On appelle ça un dimorphisme, c'est-à-dire microcytose normochromie. C'est des anémies sideroblastiques. Il faut y penser, oui. On fait un bilan martial. Un cas qu'on a eu, on n'a rien. On sait pour essayer de passer le message. C'est La praticochromie, le bilan martial, il est sans secours. Oui. Sans vraiment, il te ramène à la pièce. Mais à la base, il n'était pas, il fallait demander une fois. Il fallait, oui. Termine. Alors, pour son bilan martial, et en particulier une ferritinémie, elle était normale. Hein. Voilà. Donc, sa ferritinémie est normale. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite, parmi ces examens complémentaires? Alors, est-ce qu'on demande un test de Coombs, une électrophorèse de l'hémoglobine, un dosage de l'aptoglobine, les sérologies virales, Covid, le bilan thyroïdien, le frottis de sang périphérique, l'AVS, le myélogramme. Donc, on revient un petit peu. Il avait une CRP élevée, elle est microcytaire, on cherche quand même l'inflammation, donc on fait l'AVS. Test de Coombs, non, parce que c'est des anémies qui sont généralement normaux. Des anémies hémolytiques, pareil pour le dosage de l'aptoglobine. Donc, ça, on n'est pas... Je vous ai mis un schéma sur... On a coché tout ça. Je vous ai mis le rappel sur les pas à pas. Donc, on est devant une anémie microcytaire, on fait le bilan martial, et on est devant une anémie... Est-ce que le curseur... Voilà, on est là.
Et la ferritinémie, quand elle est normale, il faut penser soit à une cause, à une anémie qui est soit inflammatoire parfois, parce qu'elle peut s'accompagner d'un fer qui peut être normal, ou bien ce que vous n'avez dit, ou les thalassémies. C'est pour ça qu'on doit faire quand même un électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, moi je pense qu'après un bilan martial normal, tu vas essayer de chercher le niveau de régénération de cette moelle. Le taux de réticide. Généralement, les anémies microcytaires sont peu régénératives. Le taux de rétine n'oriente pas beaucoup dans les anémies microcytaires. Dans le cas où elle est hyper-régénérative, tu vas essayer de chercher... Si je vous dis, elle est arégénérative. Arégénérative, normale. Exact. Donc on a fait aussi un myélogramme. On a fait des sérologies férales en faveur des maladies inflammatoires. On pensait que c'était l'inflammatoire. L'électrophorèse de l'hémoglobine, comme elle était microcytaire, on voulait éliminer une hémoglobinopathie. Elle était normale. Le FSP ne trouvait pas d'anomalie des différentes lignées. Et on est passé aussi à la moelle parce qu'on a eu peur. La moelle était... Dans ce cas-là, je m'excuse, Dr Larej, c'est très bien fait, mais c'est une moelle avec coloration perse. La coloration de peur. C'est quoi une colite post-antibio avec la... C'est un truc simple, vous allez voir. Non, parce que ça donne le même tableau. C'était un petit nourrisson mis sous antibiotiques pendant quelques jours, puis on a changé, on a rajouté des ANS. C'est une diarrhée, une fièvre avec un bilan inflammatoire qui est plus ou moins élevé. C'est 5. Vous allez voir, justement, vous allez voir la suite. Il faut se rappeler de l'âge. 13 mois. 13 mois. C'est un petit nourrisson. Donc justement, je vous donne la suite des événements. Eh ben, le nourrisson est toujours fébrile, son anémie s'approfondit encore. N'oublions pas qu'on a fait une batterie d'examens, donc son anémie est devenue à 5,8. On pousse l'interrogatoire et on retrouve des cas de grippe dans l'entourage. Donc on insiste sur la sérologie Covid et on retrouve des IgM positifs. Et on complète par une RT-PCR Covid. Il entre en apyrexie, on était obligé de transfuser à 5,8 g d'hémoglobine, il était très asthénique, l'état général commençait à prendre un coup. Et la PCR est revenue positive chez cet enfant. L'état général s'améliore, l'apyrexie reste permanente, il sort, on le revoit plusieurs fois en contrôle, l'hémoglobine n'a pas baissé, ses formules sont toujours correctes. Et voilà. Il n'y a pas d'autre anomalie à l'heure actuelle, ni clinique, ni... Vous avez arrêté les antibiotiques? Oui, oui. Donc mais on peut avoir des colites pseudo... On a transfusé, il s'est amélioré après la transfusion. Mais on a eu une apyrexie. On a le même tableau et qui se traite juste... Rien. Antipyrétique, mais il est entré en apyrexie en parallèle avec une transfusion, avec une évolution de 3-4 jours en intra-hospitalier. On n'a pas pu trouver un diagnostic étiologique à cette anémie. Mais tout de suite après la transfusion, l'enfant était bien, il est rentré en apyrexie, il est resté 18 jours en hospitalisation. Fébrile. 18 jours, fébrile, à être investigué tous les jours. On a tout fait. On s'est dit non, c'est pas une microcytaire, on va faire un taux de rétine, on va faire une moelle, on va faire les sérologies. On a pratiquement tout fait. On n'a pas trop saisi la physiopathologie de ce cas clinique. Et en transfusant et en laissant passer la phase du Covid, le truc plateau, hop, c'est fini. C'est vrai que on a beaucoup hésité à vous présenter ce cas clinique, mais on s'est dit, docteur Larej me disait non, on ne le présente pas. Je me suis dit non, on va le présenter, peut-être qu'on aura de la discussion, et pour dire la difficulté, ça n'a pas été toujours facile de poser un diagnostic dans cette période de Covid. Eh bien, on a eu une anémie qu'on n'a pas pu diagnostiquer. Pourquoi cette anémie rentrerait dans l'ordre après la phase Covid et une petite transfusion? Pourquoi? Une anémie qu'on n'a pas, ou que c'est viral et que c'est pas le Covid, c'est autre chose qui est passé aussi. Donc là aussi, on n'a pas la prétention de dire c'est la cause, non, c'est ça. Mais on a vu hospitaliser un malade qui était aux urgences. Au début, il était aux urgences.
Et après, quand on a eu la PCR, il était chez nous. Parce que nous, à Canastel, à chaque fois que quelqu'un veut une PCR, nous, on trimballe notre kit et on va faire des PCR. Nous, on est l'équipe à faire des PCR. Donc voilà, et à chaque fois qu'il y a un résultat positif, il vient chez nous. On l'a investigué comme si on était dans un service d'hémato. Et on a... Tu peux trouver des explications là-dedans, mais s'il ne rechute pas, tu te dirais que c'est tu as la possibilité d'avoir une érythroblastose clinique virale. Oui, c'est toujours du Covid. Voilà, le Covid, c'est toujours du viral. C'est pour ça que j'ai dit... Tu as la sidéroblastie virale. Oui. D'accord. Oui. Donc, effectivement, du fait de ce dimorphisme. La seule explication plausible, c'était la composante virale. Et dans son contexte, puisqu'on a trouvé une PCR positive de Covid, fallait laisser passer l'orage. Donc, c'est juste aussi pour attirer l'attention que si vous avez des anémies ces temps-ci, en pic, en période de Covid, pensez-y. Et moi, je dis aux résidents, intégrez le Covid dans toutes vos discussions d'infectiologie et même d'hématologie, de diabète, de choses. Et actuellement, il faudrait qu'on apprenne à intégrer la notion, le diagnostic Covid dans toute notre recherche étiologique. Voilà. Et pendant les 18 jours de fièvre, vous n'avez pas donné une dose d'antibiotiques? Non, rien. On a arrêté. Enfin, les antibiotiques. Heureusement qu'il n'y a pas de Merci beaucoup. Vous donnez l'exemple de Curon a vu dans les Vous savez, docteur Becquelet, on a du Covid. Et là, on sera filmé. Il y a une réduction monstre de prescription d'antibiotiques. Maniaque. Merci.